Le printemps de 1924 à Hanovre s'étire dans une langueur trompeuse, un voile d'apparente normalité sur une ville encore meurtrie par les cicatrices de la Grande Guerre. Sur les rives boueuses de la rivière Lenne, des enfants s'amusent, leurs cris perçant le silence d'un après-midi blême. Leurs jeux insouciants les mènent près de l'eau, où un objet étrange, d'un blanc jauni, attire leur attention. Ce n'est pas un caillou, ni une branche. En s'approchant, la vérité glaciale se révèle dans sa forme la plus pure et la plus terrifiante. Un crâne humain, les orbites vides semblant fixer le ciel gris de l'Allemagne. Ce moment précis, cet instant de découverte macabre par des innocents, marque le début de la fin d'un cauchemar qui hantait déjà la ville sans qu'elle le sache. La rivière, artère vitale de Hanovre, vient de livrer le premier fragment d'un secret insoutenable, promettant de révéler une histoire bien plus sombre que les eaux troubles qui la protégeaient. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, transformant la curiosité morbide en une panique collective. La police, d'abord perplexe, ordonne le dragage de la rivière, espérant y trouver des réponses. Mais ce que la laine restitue n'apporte aucune clarté, seulement une horreur exponentielle. Chaque jour, de nouveaux ossements sont extraits de la vase, des fémurs, des côtes, des vertèbres, appartenant non pas à un, mais à des dizaines de corps démembrés. La rivière devient une scène de crime liquide, un cimetière à ciel ouvert sous les yeux horrifiés des habitants. Hanovre, déjà accablée par la misère, le chômage et la fin de l'après-guerre, se découvre en proie à une nouvelle terreur, plus intime et plus vicieux. Un prédateur opère dans l'ombre, utilisant le cours d'eau comme complice pour effacer les traces de son abattoir humain, laissant la ville entière se demander qui sera la prochaine victime. Alors que les restes humains s'accumulent, les rumeurs les plus folles enflent, se nourrissant de la peur et de la misère ambiante. Dans les files d'attente pour le pain et les tavernes mal éclairées, on murmure qu'il ne s'agit pas d'un simple tueur. La nature méthodique des démembrements, l'absence de chair sur la plupart des os, tout cela alimente une hypothèse abominable. Et si la viande des victimes avait été vendue au marché noir, mélangée à du porc, consommée par des familles innocentes, luttant pour survivre? C'est ainsi que naît la légende du vampire de Hanovre. Mais la vérité qui se dessine est encore plus dérangeante. L'enquête, piétinant dans un premier temps, commence à converger vers une figure improbable. Un commerçant local, un homme à l'apparence respectable, et pire encore, un informateur précieux et régulier de cette même police qui le recherche. Le monstre n'était pas un étranger, il portait le masque d'un ami. Pour la société de Hanovre, Friedrich Fritz Haarmann était une figure familière, presque rassurante dans le chaos ambiant. C'était cet homme d'âge mûr, souvent aperçu dans son élégant manteau, le pas assuré, un sourire en coin qui ne laissait rien transparaître de la noirceur intérieure. Connu des services de police non comme un suspect mais comme un informateur, il naviguait avec une aisance déconcertante entre les bas-fonds de la ville et les bureaux des inspecteurs. Cette dualité était son arme la plus redoutable. Il incarnait une forme de respectabilité de seconde zone, un citoyen serviable qui aidait à maintenir un semblant d'ordre. Personne n'aurait pu imaginer que derrière le masque de l'homme coopératif se cachait un prédateur dont la brutalité dépassait l'entendement. Un boucher qui choisissait ses proies parmi les plus faibles, avec la bénédiction involontaire de ceux qui étaient censés les protéger. Sa vie était un mensonge parfaitement orchestré, une performance quotidienne au-dessus d'un charnier. Derrière cette façade se cachait une enfance brisée, un terreau fertile pour la psychopathie. Né en 1879, Fritz Haarmann a grandi dans l'ombre d'un père tyrannique et alcoolique, dont la violence était le principal mode de communication. En contrepoint, sa mère, aimante mais étouffante, le traitait comme la fille qu'elle n'avait jamais eue, l'habillant de robe et le confinant dans un rôle qui brouillait les lignes de son identité. Ces dynamiques familiales toxiques ont forgé en lui une personnalité complexe, pétrie de haine, de confusion sexuelle et d'un profond ressentiment. Son parcours criminel a débuté tôt, avec des délits sexuels qui n'étaient que le prélude à une escalade bien plus sanglante. La République de Weimar et son désordre social ne l'ont pas créé, mais ils lui ont offert la scène parfaite pour que sa pathologie, longtemps contenue, puisse finalement s'épanouir en une horreur sans nom. La perversité de Haarmann s'ancrait dans une intelligence manipulatrice redoutable. Il n'était pas un monstre agissant sur de simples pulsions incontrôlables. Il était un chasseur méthodique. Son statut d'informateur de la police était la clé de voûte de son modus operandi. Ce rôle lui conférait un pouvoir immense. Il pouvait se promener dans la gare centrale, son principal terrain de chasse,
avec une aura d'autorité. Il pouvait approcher les jeunes errants, leur poser des questions, leur offrir de l'aide, sans jamais éveiller les soupçons. Au contraire, on le voyait comme un allié des forces de l'ordre. Cette protection officielle lui garantissait une liberté d'action quasi totale, lui permettant d'attirer ses victimes en plein jour, de les isoler et de les faire disparaître. Il avait transformé le système censé protéger la société en un bouclier pour ses propres atrocités, un paradoxe qui rend son histoire encore plus glaçante. Les victimes de Harman étaient le visage de l'oubli, les enfants perdus d'une Allemagne à genoux, majoritairement des garçons et de jeunes hommes âgés de 10 à 22 ans. Ils appartenaient à la cohorte des Wanderburschen, ces travailleurs itinérants et fugueurs que la crise économique avait jetés sur les routes. La gare de Hanovre était leur refuge précaire, un lieu de transit où l'espoir d'un travail se mêlait au désespoir de la faim. Ils étaient un seul, sans attache, invisibles pour une société qui avait bien d'autres soucis. Leurs visages étaient ceux de l'innocence, trahis par la vie, marqués par une vulnérabilité qui faisait d'eux des cibles parfaites. Leur absence ne serait signalée que bien plus tard, voire jamais. Ils étaient des fantômes avant même de rencontrer leur bourreau, des âmes errantes dont personne ne pleurerait la disparition immédiate, offrant à Harman le silence et l'indifférence dont il avait besoin pour prospérer. La rencontre était toujours la même, une pièce de théâtre macabre jouée avec une précision effrayante. Harman arpentait les couloirs froids et bruyants de la gare, son regard scrutant la foule, cherchant non pas la force, mais la fragilité. Il repérait un jeune homme assis seul, le regard vide, les épaules affaissées par la fatigue et la faim. S'approchant avec une bonhomie paternelle, il offrait ce que personne d'autre ne proposait. Un repas chaud, un lit pour la nuit, la promesse d'un petit travail. Pour ces jeunes déracinés, cette gentillesse soudaine était une lueur dans l'obscurité, une main tendue qu'il ne pouvait refuser. Il le suivait en confiance jusqu'à son modeste appartement mansardé de la Rotteraille, croyant avoir trouvé un sauveur. Ils ignoraient qu'il venait de franchir les portes d'un abattoir et que cette chaleur offerte n'était que le prélude à une fin d'une brutalité inimaginable. L'année 1918 marque une fissure dans le temps, un moment où l'ancien monde s'effondre et où de nouvelles monstruosités peuvent émerger des décombres. C'est dans ce climat de défaite et de chaos que Fritz Harman commet son premier meurtre connu. La victime, Friedel Roth, un jeune homme de 17 ans, est la première âme à tomber dans sa toile. Pour Harman, cet acte est une révélation. Il découvre une forme de pouvoir ultime, une intimité sadique qui comble le vide de son existence. C'est à ce moment qu'il inaugure sa signature macabre, une morsure féroce et fatale à la gorge, un geste bestial qui mêle l'agression sexuelle à l'acte de tuer. Ce premier crime n'est pas un accident, mais la pose de la première pierre d'un édifice de terreur qui allait s'élever pendant si longues années, dans l'indifférence d'une nation trop occupée à panser ses propres plaies. Entre 1919 et 1923, l'horreur devient une routine, une mécanique bien huilée. L'appartement mansardé de la Rotteraille se transforme en un hôtel sacrificiel. Le modus operandi de Harman se cristallise. Il cible les jeunes hommes à la gare, les attire avec de fausses promesses, puis, une fois dans son antre, la porte se referme sur un piège mortel. Là, il les agresse sexuellement, avant de les achever par sa morsure vampirique au moment de l'orgasme, dans une fusion perverse de plaisir et de mort. Ensuite, avec une précision de boucher, il démembre les corps dans sa cuisine. Les os et les restes inutiles sont jetés par paquets dans la rivière Laine, tandis que les vêtements et les biens personnels sont soigneusement mis de côté. Son quotidien est réglé sur ce cycle de chasse, de meurtre et de dépeçage, une industrie de la mort fonctionnant en plein cœur de la ville. Dans cette entreprise macabre, Harman n'était pas seul. Il avait un complice, un jeune amant nommé Hans Grans, dont le rôle reste l'une des zones d'ombre de l'affaire. Grans était-il une simple marionnette, un jeune homme manipulé et terrorisé, ou un partenaire actif et cupide? C'est lui qui se chargeait de la partie commerciale de l'opération. Il récupérait les vêtements, les chaussures et les maigres possessions des victimes pour les revendre au marché noir. Chaque transaction était une insulte supplémentaire à la mémoire des disparus, leur vie réduite à la valeur de quelques marques dans une Allemagne en proie à l'hyperinflation. Leur relation, mélange toxique d'affection, de domination et de complicité criminelle, a permis au système de perdurer, transformant le meurtre en série, en une source de revenus stable et discrète.
loin des yeux de la justice. Le mois de mai 1924 fait basculer l'histoire du secret à la panique publique. La découverte du premier crâne par des enfants n'est que le début. Les jours suivants, le dragage systématique de la laine transforme la rivière en une morgue à ciel ouvert. Les enquêteurs sont dépassés. La quantité et la variété des ossements indiquent un massacre à une échelle industrielle, l'œuvre d'un tueur en série d'une prolificité terrifiante. Hanovre retient son souffle. La police est confrontée à un puzzle macabre sans précédent. Des dizaines de victimes, aucune identité, aucun suspect. Le tueur, qu'on surnomme déjà le vampire, semble être un fantôme insaisissable. À ce moment précis, ils ignorent encore que le coupable se trouve parmi eux, qu'il leur sourit, leur serre la main et leur fournit même de fausses pistes pour les égarer. L'enquête, d'abord chaotique, trouve enfin un fil à tirer, non pas grâce à une intuition géniale, mais par le biais de la seule chose que Harman ne détruisait pas, les biens de ses victimes. Des rumeurs persistantes sur la vente de vêtements d'hommes disparus par Hans Granz attirent l'attention des inspecteurs. En parallèle, des témoignages de jeunes hommes ayant échappé de justesse à Harman commencent à faire surface. Ils décrivent ses avances, son appartement étrange et une atmosphère de danger palpable. Lentement, les pièces du puzzle s'assemblent. Le nom qui revient sans cesse, celui qui connecte les disparitions, les vêtements vendus et les témoignages, est celui de leur propre informateur, Fritz Harman. L'idée est si monstrueuse, si paradoxale, que la police hésite. Mais les preuves deviennent trop accablantes pour être ignorées. Le piège se referme sur le chasseur. Le 22 juin 1924, les inspecteurs se présentent à la porte de Fritz Harman, non pas pour recueillir des informations, mais pour l'arrêter. La scène est surréaliste. Harman les accueille calmement, peut-être même avec une pointe d'arrogance, certain de son impunité. Mais la perquisition de son appartement mansardé fait voler en éclats sa façade de normalité. Bien qu'il ait méticuleusement nettoyé les lieux, les enquêteurs découvrent des taches de sang humain profondément incrustées dans le plancher. Plus accablant encore, ils trouvent une collection ahurissante de vêtements et d'objets personnels appartenant à des dizaines de jeunes hommes portés disparus. Les manteaux, les pantalons, les sous-vêtements, tout est là, entreposé comme des trophées. Le masque tombe enfin. Le citoyen respectable et l'informateur de la police est démasqué. Il est le boucher de Hanovre. Le procès de Fritz Harman, en décembre 1924, est bien plus qu'une simple procédure judiciaire. C'est un spectacle national qui captive et révulse l'Allemagne entière. La salle d'audience est comble chaque jour. Face à ses juges, Harman est d'un calme déconcertant. Il avoue froidement, presque nonchalamment, 24 meurtres, bien que le nombre réel soit probablement bien plus élevé. Il décrit les actes avec une précision glaçante, sans exprimer le moindre remords, comme s'il parlait d'une simple routine de travail. Le procès devient une tribune où s'exposent toutes les plaies de la société de Weimar, la faillite des autorités, la vulnérabilité de la jeunesse abandonnée, la misère qui pousse à l'indifférence. À travers les aveux de Harman, ce n'est pas seulement un homme qui est jugé, mais toute une époque. Le 15 avril 1925, l'aube est froide à Hanovre, et elle est la dernière pour Fritz Harman. Conduit à la guillotine dans la cour de la prison, il ne montre aucun signe de peur. Son calme persiste jusqu'à la fin. Ses derniers mots, prononcés juste avant que la lame ne tombe, résonnent avec une ambiguïté troublante. « Je me repens, mais je ne crains pas la mort. » Était-ce un éclair de lucidité? Une véritable contrition pour les vies qu'il avait anéanties? Ou la dernière manipulation d'un psychopathe, une ultime performance pour la postérité? La sentence met un terme à sa vie, mais pas à sa légende. L'exécution du vampire de Hanovre offre une conclusion légale et une forme de soulagement à la ville, mais elle laisse derrière elle un héritage de terreur et une série de questions dérangeantes qui continueraient de hanter la conscience allemande pendant des décennies. La caméra devient le regard de Fritz Harman, balayant la foule grouillante de la gare de Hanovre. Le monde se transforme en un terrain de chasse. Le son est assourdi, remplacé par une concentration intense, presque animale. À travers le chaos de la vapeur, des sifflets de train et des annonces métalliques, son attention est sélective, impitoyable. Il ignore les familles, les travailleurs, les femmes pressées. Son regard cherche la faille, la solitude, la proie. Et puis, il la trouve. Une silhouette frêle, un jeune homme assis sur un banc, le visage creusé par la faim, l'hésitation dans chaque geste. La tension monte alors que Harman commence son approche, traversant la foule avec une assurance tranquille. Le spectateur sait ce qui va arriver. Il est le seul avec le prédateur,
à connaître la finalité de cette rencontre. Chaque pas de Harman vers le garçon est un pas de plus vers une mort inéluctable, créant un suspense insoutenable. Dans l'appartement de la Roterey, le silence est dense, poisseux. Il est seulement rompu par le son régulier et métallique d'une scie à métaux. Le travail est presque terminé. Soudain, on frappe à la porte. Un coup sec, autoritaire. Harman se fige, l'outil encore à la main. Le temps semble se suspendre. Qui cela peut-il être? Un voisin agacé par le bruit? Un vendeur ambulant? Ou pire, la police. Une goutte de sueur perle sur son front. Il jette un drap sur son œuvre macabre, s'essuie les mains et se dirige vers la porte, composant sur son visage un masque de parfaite cordialité. Le dialogue qui s'ensuit à travers la porte est banal, presque comique dans son décalage avec la réalité cachée à quelques mètres de là. Chaque seconde de cette interaction est chargée d'une tension extrême, le spectateur retenant son souffle, craignant que la porte ne s'ouvre complètement. La tension s'incarne aussi dans le personnage ambigu de Hans Granz. Une scène le montre, revenant à l'appartement, alors que Harman est absent. Il entre avec une familiarité dérangeante. Sur une chaise, un nouveau tas de vêtements, qui n'étaient pas là le matin même. Grand s'approche, prend une veste, évalue la qualité du tissu avec un œil de commerçant. Son visage ne trahit aucune émotion, ni peur, ni dégoût, ni pitié. Est-il simplement endurci, anesthésié par l'horreur quotidienne? Ou est-il un participant froid et calculateur? Il fouille dans une poche et trouve une lettre à moitié écrite, qu'il lit avec une curiosité détachée avant de la jeter au feu. Cette scène, sans dialogue, sème le doute. L'absence de réaction claire de Granz le rend imprévisible et dangereux, laissant le spectateur se demander jusqu'où va sa complicité. Le suspense n'est pas confiné aux murs de l'appartement. Il s'étend à toute la ville, le long des berges de la Leine. La caméra s'attarde sur les opérations de dragage, transformées en rituels publics. Chaque jour, une foule silencieuse se rassemble pour observer. L'attente est palpable. Le grincement des chaînes, le bruit sourd de la benne qui déverse sa cargaison de vases et de débris sur la berge. Puis, le silence, lorsque les ouvriers se penchent pour examiner la boue. Un cri bref, un os a été trouvé. La foule murmure, se rapproche, avide de voir la preuve de l'horreur qui la hante. Ce n'est plus une enquête, c'est une exhumation collective, un spectacle macabre où chaque nouvelle découverte est à la fois une réponse et une nouvelle question. La tension ne réside pas dans l'action, mais dans cette attente lente et angoissante de la prochaine relique d'une vie volée. La salle d'interrogatoire est un huis clos étouffant. Face à l'inspecteur, Fritz Harman est d'un calme olympien. Il raconte. Les mots sortent de sa bouche de manière factuelle, dénués de toute émotion. Je l'ai emmené chez moi. Il avait faim. Je lui ai donné de la soupe. Il fait une pause, regarde l'inspecteur droit dans les yeux. Ensuite, je l'ai mordu ici, au niveau de la pomme d'Adam. C'est très rapide, vous savez. Il n'y a presque pas de lutte. La tension naît de ce contraste saisissant entre la banalité du ton et la brutalité monstrueuse des faits décrits. L'inspecteur, visiblement ébranlé, peine à garder son sang-froid. Il pose la question qui brûle toutes les lèvres. « Mais pourquoi? Pourquoi faisiez-vous ça ?» Harman esquisse un léger sourire, un haussement d'épaule à peine perceptible, et reste silencieux. Ce silence est sa réponse, un abîme de non-sens plus terrifiant que n'importe quelle explication. Pour comprendre Fritz Harman, il faut comprendre l'Allemagne de Weimar, ce laboratoire du chaos, où la défaite militaire avait engendré une misère sociale sans précédent. L'hyperinflation galopante rendait l'argent sans valeur. La faim tenaillait les ventres et le chômage de masse laissait des millions d'hommes sans but ni espoir. Dans ce paysage de désolation morale et économique, la vie humaine, surtout celle des marginaux, était dévaluée. Harman n'était pas seulement un monstre surgi de nulle part, il était un symptôme, un parasite qui a prospéré sur les plaies d'une société malade. Le désordre ambiant lui a fourni le camouflage parfait. L'indifférence collective, née de la lutte de chacun pour sa propre survie, est devenu sa plus grande complice. Il a chassé en plein jour parce que la société avait détourné le regard, trop occupée à contempler sa propre ruine pour remarquer les agneaux menés à l'abattoir. L'affaire est une autopsie de la faillite institutionnelle et plus particulièrement de celle de la police de Hanovre. Leur incapacité à relier les disparitions de dizaines de jeunes hommes n'était pas seulement le fruit de l'incompétence, mais aussi d'un aveuglement systémique. En recrutant Harman comme informateur, ils lui ont offert une légitimité et une protection inespérées. Il était leur homme dans les bas-fonds, une source pratique qui leur permettait de résoudre des crimes mineurs et de maintenir une illusion de contrôle.
Cette relation utilitaire a créé un biais cognitif fatal. Harman ne pouvait pas être le problème, puisqu'il faisait partie de la solution. Cette confiance mal placée a transformé les forces de l'ordre en gardiens involontaires du monstre, lui donnant la liberté de tuer sous leur nez. Une ironie tragique qui illustre la fragilité de l'autorité face à une manipulation experte. Au cœur du mystère, Harman se trouve une question psychologique fondamentale. Comment parvenait-il à compartimenter sa vie? La réponse réside probablement dans une psychopathie profonde, une absence totale d'empathie qui lui permettait de séparer hermétiquement ses actions de toute conscience morale. Pour lui, ses victimes n'étaient pas des êtres humains dotés de rêves et de peurs, mais de simples objets, des corps destinés à satisfaire ses pulsions sadiques et ses besoins financiers. Le Fritz Harman qui discutait poliment avec les inspecteurs et le Fritz Harman qui démembrait un adolescent dans sa cuisine n'étaient pas en conflit, car ils appartenaient à des réalités différentes dans son esprit. Cette dissociation psychique était la clé de sa longévité criminelle, lui permettant de porter le masque de la normalité, sans jamais être trahi par le poids de la culpabilité. Il est crucial de se pencher sur la psychologie des victimes pour saisir toute la tragédie de l'histoire. Ces jeunes hommes n'étaient pas stupides ou imprudents, ils étaient désespérés. La faim, le froid et la solitude créent un état de vulnérabilité extrême où le jugement est altéré. L'instinct de survie prend le dessus sur la méfiance. Quand Harman leur offrait un repas chaud et un toit, il ne leur proposait pas seulement un confort matériel, mais un répit psychologique, une reconnaissance de leur existence. Pour un jeune fugueur qui n'a pas mangé depuis des jours, la promesse d'une soupe chaude est plus puissante que la peur de l'inconnu. Harman était un expert de cette psychologie de la survie. Il a exploité leur besoin le plus fondamental de chaleur humaine, transformant leur espoir en une arme qu'il a retournée contre eux de la manière la plus cruelle qui soit. Finalement, l'histoire du vampire de Hanovre est celle d'un contrat social rompu à tous les niveaux. La société, en pleine crise, n'a pas su protéger ses membres les plus faibles. L'État, à travers sa police, a failli à sa mission la plus élémentaire et a même, involontairement, armé le prédateur. La communauté, fragmentée par la misère, a perdu son sens de la responsabilité collective. L'appartement de la Rotteraille n'était pas seulement une scène de crime, c'était un trou noir au cœur de la civilisation, un lieu où toutes les règles de l'humanité étaient suspendues. Le cas Harman expose avec une clarté terrifiante ce qui se passe lorsque les structures sociales qui nous protègent s'effondrent. Il révèle que sous le vernis de l'ordre, la barbarie n'est jamais loin, attendant simplement les bonnes conditions pour refaire surface et dévorer les innocents. Le point culminant du drame se joue dans le silence pesant de la salle d'audience, le jour du verdict. L'air est électrique, chaque souffle retenu dans l'attente de la sentence. Les journalistes, crayons en main, sont prêts à capturer l'histoire. Fritz Harman, lui, est assis dans le box des accusés, le visage aussi impassible que s'il assistait à une pièce de théâtre qui ne le concernait pas. Lorsque le juge prononce le mot « coupable », une onde de choc traverse la foule, un mélange de soulagement, d'horreur et de fascination morbide. La sentence de mort est accueillie par un murmure collectif. Mais le véritable climax n'est pas dans la décision de la Cour. Il est dans l'absence de réaction de Harman. Il accueille sa propre fin avec un calme glacial, un léger haussement d'épaule. À cet instant, il n'est plus un homme, mais l'incarnation d'un mal absolu, indifférent à la vie comme à la mort. L'ombre de Harman s'étend sur le destin de Hans Granz, dont le procès révèle toutes les zones grises de la complicité. Contrairement à son mentor, Granz pleure, supplie, et se présente comme une autre des victimes de Harman, un jeune homme séduit, manipulé et contraint par la peur. Le tribunal est face à un dilemme. Où s'arrête la contrainte et où commence le consentement? Était-il un simple pion terrorisé ou un partenaire cupide qui a profité du carnage pour s'enrichir? Les témoignages sont contradictoires, son rôle reste flou. Sa condamnation, bien que moins sévère que celle de Harman, laisse un goût d'inachevé. Son sort illustre la difficulté de juger les âmes entraînées dans l'orbite d'un mal aussi puissant. Il échappe à la mort, mais reste à jamais marqué du sceau de l'infamie, un personnage tragique dont la culpabilité restera toujours sujette à débat. Le verdict résonne bien au-delà des murs du tribunal, provoquant une déflagration dans toute la société allemande. Hanovre se réveille avec la gueule de bois, forcé de reconnaître qu'un monstre a prospéré en son sein pendant des années. La confiance dans la police est brisée. L'institution est publiquement humiliée.
Coupables au mieux de négligence, au pire de complicité passive, les journaux publient des éditions spéciales, disséquant chaque détail sordide de l'affaire, transformant Harman en une icône du mal et en un symbole des angoisses d'une nation à la dérive. Le procès et l'exécution permettent de refermer le chapitre, mais la cicatrice reste. L'affaire a servi de miroir, renvoyant à la société l'image de sa propre faillite morale et de son indifférence, un avertissement glaçant sur la fragilité de la civilisation face au chaos. Pour les familles des victimes, le dénouement judiciaire n'offre qu'une paix amère et incomplète. Pendant des années, elles ont vécu dans l'angoisse de l'incertitude, espérant un retour qui n'est jamais venu. Le procès a transformé leurs pires craintes en une réalité encore plus abominable, les forçant à écouter le récit détaché du massacre de leur fils. La condamnation de Harman apporte une forme de justice légale, la certitude que le bourreau paiera pour ses crimes. Mais elle ne ramène pas les morts, ni n'efface l'horreur. Pour beaucoup, dont les fils n'ont jamais été formellement identifiés parmi le chaos d'ossements retirés de la laine, il n'y a même pas de tombe sur laquelle pleurer. La résolution pour le monde est la mort du tueur. Pour eux, c'est une vie entière à porter le poids d'un deuil sans nom. L'aube du 15 avril 1925 est la scène finale de cette tragédie, un dénouement froid et mécanique. Dans la cour de la prison de Hanovre, la guillotine se dresse, sinistre silhouette contre le ciel pâle. Fritz Harman marche vers sa mort avec un calme imperturbable, refusant de donner à ses bourreaux la satisfaction de le voir trembler. Il échange quelques mots avec le prêtre, puis prononce ses dernières paroles, ce mélange déroutant de repentir et de défi. Le couperet tombe dans un bruit sec et mat. Justice est faite, mais alors que le sang du vampire de Hanovre se répand sur les pavés, la résolution est loin d'être totale. L'exécution a éliminé le corps du monstre, mais son esprit, son histoire et les questions troublantes qu'elle soulève sur la nature du mal et la responsabilité collective continueront de hanter les mémoires pour les générations à venir. L'affaire Fritz Harman est bien plus que le récit d'un tueur en série. C'est un avertissement sombre sur la rapidité avec laquelle le vernis de la civilisation peut s'écailler sous la pression de l'effondrement social. Son histoire nous force à nous interroger. Les monstres naissent-ils ex nihilo? Ou sont-ils sculptés par le chaos et la misère de leur époque? Nourris par une société qui a perdu sa boussole morale, le vampire de Hanovre n'était peut-être que le symptôme le plus extrême d'une maladie bien plus profonde. Mais la question la plus effrayante qu'il nous lègue est celle de notre propre regard. Combien de victimes de l'indifférence moderne sont-elles invisibles à nos yeux? En nous forçant à confronter les ténèbres d'un passé pas si lointain, l'histoire de Harman nous demande de rester vigilants, nous rappelant que le mal prospère le plus efficacement dans le silence des gens de bien.